merci également aux spectateurs et spectatrices en présentiel et à distance pour votre suivi. Déjà, Ronan, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste cette stratégie de l'Union européenne, comment elle s'élabore et comment est-ce qu'elle va permettre aux acteurs européens d'être potentiellement plus compétitifs sur le marché? Sur cette question-là, la Commission européenne est assez claire. Elle veut faire de l'IA et des données éthiques et de confiance un atout concurrentiel. C'est vraiment, elle reprend la logique, pour ceux qui sont familiers avec le règlement général de la protection des données, c'est-à-dire imposer une qualité européenne, mais cette fois-ci au système d'IA sur le marché européen, de manière à ce que cette qualité devienne un véritable atout, voire, dans certains cas, une obligation. Et donc l'idée, c'est de dynamiser dans cette direction. Donc elle restreint les possibilités, mais elle va ensuite pousser avec des outils pour favoriser l'innovation, en tout cas dans le futur texte très important en Union européenne, qui est le règlement européen sur les systèmes d'IA, qui est aujourd'hui encore en discussion, mais qui va probablement être voté dans les prochaines années. Alors pour expliquer rapidement comment se passe ce règlement, il met en place une certification obligatoire pour certains systèmes d'IA. C'est-à-dire, c'est une approche extrêmement technique qui repose sur des exigences de conception. L'idée, c'est que les systèmes d'IA qui sont considérés comme à haut risque devront respecter des standards, des normes techniques. Alors pour ceux qui sont familiers avec les normes ISO, c'est exactement la même chose. Sans quoi, ils n'auront pas accès et ne pourront pas être utilisés directement ou indirectement en Europe. Donc c'est un coût assez fort. On s'attaque à la conformité a priori. Et les utilisateurs, en revanche, seront beaucoup moins touchés par ce règlement. C'est vraiment les concepteurs qui devront rajouter ce genre d'exigences dans le cahier des charges, sous peine de ne pas pouvoir faire fructifier leurs produits. Alors rapidement, je vais expliquer comment se calculent, comment s'énoncent les risques élevés et les systèmes d'IA qui ne sont pas à risque élevé. Alors la Commission européenne fait 4 catégories. Elle va exclure certaines pratiques de systèmes d'IA qui proposent des risques inacceptables, tout simplement. Et donc ceux-là ne seront tout simplement pas commercialisables ou utilisables en Europe. Ensuite, on a le système d'IA à haut risque, dont elle va donner une liste exhaustive de pratiques qui sont à haut risque par défaut. Et ceux-là devront être certifiés obligatoirement. Et ensuite, on aura des systèmes d'IA qui ne sont pas à haut risque. Et pour cela, la Commission européenne laisse le champ assez libre et recommande des codes de conduite et en fait renvoie les acteurs aux initiatives éthiques qui se sont développées depuis plusieurs années pour énoncer des codes de conduite, des labels qui vont aider les utilisateurs à s'y retrouver dans les différents produits. Ensuite, il y a un deuxième point aussi où la réglementation pousse vers les labels, c'est notamment pour les exigences qui n'ont pas été retenues d'un point de vue juridique. Alors, l'exigence juridiquement, c'est toutes les questions de fairness, de transparence, de contrôle humain qui doivent être respectées. Les données sont aussi directement concernées, avec toute une panoplie de tests qui seront imposés aux concepteurs. Par contre, des exigences comme le respect de l'environnement, la diversité des équipes au sein des organismes de conception, qu'on appelle ici les fournisseurs de systèmes d'IA, toutes ces exigences-là ne sont pas imposées par la loi et donc seront entièrement aux mains, à l'initiative des entrepreneurs et donc qui auront besoin de labels, de certification, de codes de conduite sur ce genre d'exigences. Donc ici, on voit que la Commission va imposer pour les hauts risques des exigences très précises sur les conceptions. En revanche, dès lors qu'on sort de cette catégorie, on va retrouver une complémentarité d'initiatives publiques
privée de l'éthique. Donc la Commission européenne demande un travail complémentaire pour ces gens-là, parce que les systèmes d'IA qui ne sont pas au risque sont quand même majoritaires dans la plupart dans les IA conçus. Donc c'est très important. Alors l'objectif évidemment ici, c'est pas de vous résumer tout le texte, il est extrêmement long, plus de 100 pages, surtout qu'il va être accompagné de normes européennes produites par des organismes de standardisation très techniques sur des procédés très précis. Mais l'objectif, c'est de montrer que, en attendant, l'Union européenne va pousser à l'innovation, notamment en créant des outils qu'elle appelle des bacs réglementaires, des bacs à sable réglementaires, c'est-à-dire des espaces contrôlés par les autorités européennes et les autorités nationales sur le domaine, dans lesquels les fournisseurs pourront concevoir, tester, demander des conseils pour leur nouveau système d'IA afin de s'assurer une conformité le plus tôt possible et le plus sûr possible. On retrouve ici vraiment un objectif de sécurité juridique. L'idée, c'est de donner une prévisibilité aux acteurs sur 10 ans, 15 ans, des choses qui seront possibles, pas possibles et comment les faire. On évite les innovations un peu inutiles qui tomberont hors du spectre de la légalité. Et un point important, je trouve, pour ces bacs à sable réglementaires, c'est que les PME et les jeunes entreprises, les startups, sont prioritaires à l'accès à ces choses-là. Elles pourront bénéficier de formations, elles pourront bénéficier de conseils et d'un canal de discussion privilégié avec les autorités. L'idée, elle est très simple, c'est de ne pas du tout pénaliser les initiatives européennes jeunes, contrairement aux géants d'Internet, qui, même si eux devront se mettre en conformité, donc peut-être freiner l'innovation, ont beaucoup plus de moyens. Et donc, on essaie de compenser ça en faisant bénéficier d'un environnement entre guillemets, privilégié aux petites entreprises, aux petits fournisseurs qui conçoivent des systèmes d'IA en Europe. Alors, je vais terminer ça en nuançant un petit peu les exigences pour ceux qui commenceraient à se dire que ça va être extrêmement lourd. Alors, ça va l'être. Cependant, la contrainte de certification sera principalement faite en autonomie. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrôle d'une autorité qui vient apposer un label CE sur le produit. C'est l'entreprise qui va elle-même se certifier à la vue des standards. Donc ça va donner un peu plus de flexibilité pour les entreprises, mais un besoin par contre fort de conseils de prestataires pour aider à la mise en conformité. Mais les contrôles ne seront faits qu'a posteriori. On reste sur cette idée de faire confiance aux entreprises. Elles mettent elles-mêmes leur badge CE sur leurs produits et c'est ensuite que les autorités viendront vérifier si le badge a été posé en bonne et due forme et pas uniquement pour entrer sur le marché européen. Merci. Alors, comme tu viens de bien l'expliquer, l'Union européenne, elle se réfère aussi à des outils comme les labels ou les chartes et qui vont aussi, il y a une attente de pouvoir accompagner les acteurs pour qu'ils puissent se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Magali, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces nouveaux outils éthiques ? Alors absolument oui. Alors bonjour, donc moi je suis Magali Germont. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'éthique des intelligences artificielles. Donc mieux comprendre l'éthique et les intelligences artificielles. Deux mots qui déjà me semblent très complexes parce que quand je pose la question c'est quoi une intelligence artificielle, chacun a sa définition et voilà. Quand je pose la question c'est quoi l'éthique, alors c'est encore plus confus. Là, je vais vite résumer ce que Ronan nous a bien expliqué. C'est que donc demain, ce nouveau règlement européen, il est censé mieux encadrer donc les systèmes, je dis bien les systèmes d'intelligence artificielle, en les catégorisant en risques. Il y a 4 niveaux de risque et en fonction donc du type d'IA que vous allez utiliser, ce niveau de risque donne lieu à une liste d'exigences. Mais cette liste d'exigences, elle n'est pas née comme ça. On s'est dit tiens, on va essayer au milieu des risques de trouver des exigences. Ces exigences, elles sont fondées sur des fondements. Alors, on en vient directement à la question, qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a beaucoup de définitions, mais la définition d'origine, l'éthique, c'est la science de la morale. Alors, la science, c'est défini par des principes, des fondements, des valeurs, des critères, des métriques. Donc, l'éthique, cette science, au cours du temps, on a vu naître
des principes, des valeurs, des critères. Si on en revient très très en arrière, pour Spinoza, l'éthique, c'était la science qui permettait à l'être humain d'atteindre le bonheur, la joie, la liberté. Et derrière ça, on y met des principes. Le principe d'autonomie, le principe de liberté de choix, le principe de transparence, parce que si je suis libre, ça veut dire qu'on m'a laissé, on m'a expliqué les choses, on m'a donné, on a été transparent avec moi, et ainsi de suite. Donc tout un tas de principes qui définissent une cartographie de l'éthique. Donc quand on arrive au juridique, au réglementaire, le réglementaire, il s'inspire, il s'appuie de cette cartographie de principes et il met en face, en effet, une manière de répondre à la morale. La morale, pour rappel, on est plus dans une action, donc c'est là qu'on se rapproche du juridique. Est-ce qu'elle est bien ou elle n'est pas bien? Elle est juste, elle n'est pas juste? Et si elle n'est pas juste, eh bien, en général, il y a une sanction. L'éthique est beaucoup plus large. L'éthique, c'est un outil d'explication. Ça va permettre de comprendre, d'interpréter tous ces risques, ces critères, ces valeurs. Donc en fait, une autre définition de l'éthique, ça va être de dire je vais donner un ensemble de critères et un ensemble d'explications qui va permettre à l'être humain de prendre les bonnes décisions. Mais qu'est-ce qu'une bonne décision? Donc du coup, quels sont les critères éthiques qui vous sont propres? Alors, la réglementation, c'est très bien. Mais avant de comprendre, il faut déjà comprendre en effet, donc, comme je viens de l'expliquer, qu'est-ce que c'est l'éthique? Qu'est-ce qu'on met derrière l'éthique? Comment je peux dire qu'une IA est éthique? Comment je peux dire je ne peux pas, je ne sais pas. Pourquoi moi, Magali, je dirais toi ton IA elle est éthique et la tienne elle l'est pas? Pourquoi toi ton projet il est éthique et le tien il l'est pas? Sachant qu'on vient de dire que finalement l'éthique c'est beaucoup plus vaste. Donc les vraies premières questions, c'est de mieux se poser la question de moi dans mon entreprise, quels sont parmi toutes ces valeurs et ces principes éthiques ceux qui me parlent? Et à partir de ça, je commence à travailler non pas sur quelque chose au départ de très concret, mais déjà sur un état d'esprit. Et là, je rejoins un deuxième mot qui est évoqué dans la table ronde, c'est-à-dire la prise de conscience, la conscience. Je prends conscience de l'éthique, où est-ce que je la place, quels grands principes éthiques sont importants pour moi dans mon entreprise, et je fais des premières approches, donc des outils. Les outils, ça peut être déjà un accompagnement humain. C'est ce qu'on fait dans mon entreprise, chez Goodalgo. On commence déjà par sensibiliser, acculturer. Donc, un premier outil éthique, ça va être concrètement, on se pose autour de la table. C'est quoi, toi, tes valeurs parmi les grands principes éthiques qui sont importants pour toi? Et qu'est-ce que tu veux, finalement, comment tu veux définir ta culture de l'éthique dans ton entreprise? À partir de là, on crée des choses concrètes. On va créer un comité éthique, on va créer une charte éthique, on va créer des listes de recommandations éthiques, etc. Ça, c'est des premiers outils. Ces outils, ce qui est intéressant dans l'éthique aussi, donc, c'est qu'en fait, l'éthique va s'inspirer du juridique, mais c'est pas noir ou blanc, c'est pas vrai ou faux, c'est je tends vers. Et la démarche, et le mot démarche, il est important, c'est que l'objectif, c'est d'aller dans une démarche, de tendre vers. Au fur et à mesure. Donc, je mets en place des choses. La première chose, c'est des choses humaines. J'acculture, je sensibilise. La deuxième étape, on a parlé de bonnes pratiques, voir comment, en effet, ces bonnes pratiques, elles vont bien encadrer, etc. La troisième étape, c'est apporter, en effet, des systèmes d'évaluation. Parce que malgré tout, on est là malgré tout pour évaluer comment est-ce qu'on évalue un projet digital. On regarde son cycle de vie de A à Z, le cycle de vie de la donnée, le cycle de vie d'un algorithme. Et à chaque niveau, on évalue, en effet, parmi ces grands principes, est-ce qu'on tend vers ou est-ce qu'on en est éloigné? Ça, c'est ce qu'on appelle une approche systémique. Donc, on va commencer à outiller, à proposer des outils technologiques qui permettent justement de faire un petit peu, de regarder de manière systémique, est-ce que je m'en approche ou pas? Et puis, l'étape d'après, c'est encore un autre step, on en arrive aux fameuses labellisations. En effet, des labels, aujourd'hui, il y a tout un tas de labels sur le marché. Moi, ma société, j'en ai 2, et Kitia, ils en ont 1. On en est tous là autour du label. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, on ne sait plus comment on s'en sort s'il y a tous ces labels. Ils ont chacun des objectifs un peu précis. Est-ce qu'on va labelliser un projet? Est-ce qu'on va labelliser un système d'IA? Parce que derrière chaque, justement, typologie de qu'est-ce que vous voulez labelliser, il se cache votre propre entreprise, vos propres valeurs, donc votre propre éthique. Et quoi qu'il en soit,
Une fois que vous aurez trouvé le bon chemin directeur, si vous allez en plus jusqu'à la démarche du label, forcément, c'est que vous êtes allé dans une démarche et un engagement éthique, et on reviendra sur ce mot engagement un peu plus tard dans la table ronde, mais cet engagement, il sera forcément un premier step, et lorsque vous allez arriver face justement à ce petit règlement de compte avec le règlement européen, est-ce que j'ai fait les choses de manière responsable, éthique, en conscience, etc. Eh bien oui, parce que j'aurais fait tout le cheminement de A à Z, de la définition, mes valeurs, je les outille, je les mets en œuvre, et donc, au regard de l'Union européenne, tout ce que je vais concevoir aujourd'hui devrait être éthique. Merci Magali. Donc on vient de voir qu'il va y avoir l'outil réglementaire qui va attendre des acteurs qui soient conformes à cette nouvelle réglementation, notamment sur l'IA. Également qu'il y a des outils éthiques qui permettent à la racine, au sein des organisations en interne, de pouvoir structurer correctement la construction, la conception de ces nouvelles technologies de la bonne manière, qui ira dans le sens aussi de la réglementation à venir. Emmanuel, est-ce qu'on peut aussi penser à intégrer l'éthique directement dans la technologie ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Emmanuel Aldeguer, je suis le président et fondateur d'une société qui s'appelle OKP4, ça veut dire Open Knowledge Protocol 4, et on développe un protocole open source décentralisé qui va permettre l'exploitation et l'organisation d'espaces de partage de données en travaillant sur 3 éléments. Bien évidemment, les données et les services qui vont pouvoir interagir, mais surtout l'organisation de workflows qui vont permettre de traiter et d'orchestrer ces données et ces services, et la définition d'éléments de gouvernance qui vont déterminer en fait, les règles mises en place dans ces espaces de travail. Et l'idée, c'est un peu de travailler sur un environnement décentralisé où the code is law. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, donc ça c'est Lawrence Lessig qui disait ça, on va pouvoir déterminer le code, et à partir du moment où le code va devenir la loi de l'écosystème qu'on va définir, on va pouvoir moins avoir besoin de la confiance entre les acteurs pour pouvoir interagir entre nous, puisqu'en fait, on donne sa confiance dans le code, et ça limite l'impact de la confiance et le besoin de confiance entre les différents acteurs qui opèrent dans l'écosystème. Donc, ça ne vise pas à remplacer l'éthique et à remplacer les valeurs, parce qu'en fait, je pense que Magali a super bien expliqué les choses. Et il y a un peu un hiatus, c'est-à-dire qu'on est d'une part, d'un côté, sur des valeurs, et donc les valeurs européennes, on va dire au sens large, démocratiques, libérales, qui seront présentées au niveau de l'Europe. Et puis après, donc, à partir de ces valeurs-là, on définit un certain nombre de lois, qui vont être des lois régaliennes, et dans le cadre où on va tous organiser la société. Et puis après, il faut bien effectivement, avec les outils dont on dispose, être des Prométhée et pas être des Épiméthée. Prométhée, c'est celui qui voit en avance, alors qu'Épiméthée, c'est celui qui se rend compte a posteriori de ses erreurs. Et ils étaient frères, et c'est Prométhée qui faisait les erreurs, et c'est Épiméthée qui faisait les erreurs, et Prométhée qui voyait en avance et qui avait une vision. Et je pense que le travail sur l'éthique, le travail de se poser la question quelles sont mes valeurs et dans quel environnement je veux évoluer, et il est fondamental. Et après, il faut trouver les outils technologiques pour en fait être aligné avec ces valeurs. Et nous, on travaille justement sur une technologie qui se veut agnostique et qui en fait se permet de s'adapter à n'importe quel système de valeurs, et en l'occurrence qui est parfaitement adéquate avec l'environnement dans lequel aujourd'hui on souhaite évoluer en Europe, qui est un environnement qui de base respecte un ensemble de valeurs, et donc qui demande une démarche éthique pour se poser la question si je respecte cet ensemble de valeurs, et qui, dans le cadre de cette démarche éthique, permet la mise en œuvre technique de cette démarche éthique. Donc en fait, nous aujourd'hui, on croit que les environnements décentralisés, et ce qu'on appelle le Web 3, en fait, est un outil qui va permettre de favoriser ces démarches-là. Très bien, merci. Est-ce que cette prise de conscience, elle est aussi constatée au sein des startups et PME? Alors, Magali et François-Marie, au sein de Digital Centres pour Magali, au sein d'Aerospace Valley pour François-Marie, est-ce que vous avez pu constater une prise de conscience chez les acteurs qui sont quand même porteurs d'innovation? Et si oui, est-ce qu'ils l'ont intégré dans leur stratégie, dans leurs activités? Magali, peut-être pour commencer, ou François-Marie? Oui. J'ai eu l'occasion aussi d'interagir pas mal avec France Digital, que vous connaissez, et d'ailleurs aussi avec Nouméum, sur ce sujet-là, où il y a une mobilisation en fait des
des milieux start-up par rapport à la proposition du projet de l'AI Act pour regarder grosso modo si ça leur convient ou pas. Le processus que tu décrivais aujourd'hui, c'est un processus qui est assez collaboratif puisqu'en fait, les différents disons, porteurs d'opinion ou lobbyistes, mais dans le sens noble du terme, sont aujourd'hui mobilisés pour proposer des amendements au projet, pour arriver au final à quelque chose qui convienne. Donc oui, la réponse, elle est oui. Les gens, ils sont très... les startups, je ne vais pas prétendre parler au nom de toutes les startups, mais enfin, les communautés de startups sont très attentives au fait qu'elles pourront développer leur business par derrière. On pourra voir d'ailleurs, peut-être, si je peux me permettre un commentaire, que dans l'analyse qui est faite, c'est souvent une analyse qui est un peu défensive. Grosso modo, c'est laissez-moi faire du business, ce qui est tout à fait sain et légitime, bien sûr. Je pense que c'est aussi important d'avoir conscience de l'intérêt que ça peut avoir, y compris pour ces petites entreprises, d'avoir une normalisation, on va dire, à la fois sur le plan légal, mais aussi sur le plan des standards, comme ça a été évoqué et aussi dans la table ronde précédente, parce que c'est aussi des sujets qui leur permettront de développer du business par des capacités d'interopérabilité, et on pourra voir aussi peut-être d'autres aspects positifs de cette normalisation. Alors, moi, de mon côté, donc bon, je ne peux pas me permettre de parler au nom de tous les adhérents de Digital 113, mais c'est vrai que quand on discute autour de la table de ces nouveaux mots et de ces nouveaux concepts et de cette nouvelle réglementation, forcément, un peu comme le Green IT, sur le papier, les gens, ils sont tous évidemment d'accord et ils se disent « Ah bah oui, c'est important ». C'est génial, ça peut être intéressant, de toute façon, ça va être obligatoire, donc il faut qu'on comprenne, donc voilà. Mais en fait, quand on creuse un petit peu plus, on dit oui, sur le papier, c'est super, c'est comme la mixité, oui, on est tous d'accord, il faut plus de femmes dans le numérique, oui, on est tous d'accord, il faut mettre de l'éthique, oui, on est tous d'accord, il faut qu'on soit green. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que les choses sont un petit peu plus mitigées. Alors oui, génial, il y a cette réglementation européenne qui arrive. Il a fallu attendre ça. On est exactement comme le RGPD, c'est-à-dire on traite des données personnelles et on attend qu'il commence à y avoir peut-être des soucis par rapport à l'exploitation et l'utilisation de ces données personnelles pour se dire « mince, il faut un règlement européen ». Et les systèmes d'IA, c'est pareil. Pendant tout un tas, alors ces dernières années, chaque entreprise a fait de la R&D, a développé des systèmes d'IA, avec un côté très très tech. Ouais, super, on sort des applications et tout, et puis on ne se pose pas les questions. Et là, aujourd'hui, quand on commence à se poser des questions, on se dit « oh là là, mince, attends, si je soulève le tapis, là, en fait, est-ce que vraiment tout est vraiment éthique et encadré dans ce que j'ai fait ?» Oui, non. En plus, maintenant, il y a une réglementation européenne qui arrive. Donc oui, il va falloir que je fasse la démarche. Donc malheureusement, on attend toujours d'être un petit peu obligé de tendre vers cette démarche. Moi, Et en plus, il y a le deuxième aspect de cette démarche et de cet encadrement et de cette réglementation, c'est comment on le fait. Comment on évalue ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un label, par exemple, un label systémique, c'est une évaluation systémique. C'est du déclaratif. On va, sur une liste de questions, dire oui, ça je le fais, ça je le fais pas, oui, ça j'ai ce papier, là j'ai pas le document, etc. Bon, normalement, les labels, ils sont encadrés aussi d'un point de vue humain. Donc nous, chez Good Algo, on a une plateforme automatisée, mais derrière, on a forcément aussi une vérification avec des pièces justificatives. Tu m'as dit oui, tu as une charte éthique, mais est-ce que tu l'as vraiment ? Tu m'as dit oui quand tu as réfléchi à ton application d'IA que les données en entrée, elles étaient bien proportionnées, qu'il n'y avait pas de biais, etc. Mais où sont tes tests ? Montre-moi la preuve que ça a bien été fait. Donc là, c'est évidemment la fameuse garantie humaine, le regard de l'humain sur ce qu'on a déclaré. Et quand on creuse un petit peu plus et que là, on va sur les systèmes d'intelligence artificielle avec ce côté boîte noire, boîte un peu moins noire, qu'est-ce que l'algo y fait et comment je peux aller gratter à l'intérieur de l'algorithme
si je ne suis pas data scientist, ou si je suis data scientist, qu'est-ce que je peux développer? Ça, c'était le fruit de mes recherches de ces dernières années, comme autre algorithme qui va aller justement gratter chez les algorithmes des autres, gentiment, tiers de confiance, toujours, mais pour vérifier que ce qui est fait, justement, c'est fait avec respect, justement, de l'encadrement éthique, etc. Blablabla. Et là, quand on arrive là, les copains en face, même si ils disent « Oh là là, attends, si tu veux aller gratter dans mon système, là, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie que tu ailles regarder dans mon algorithme. » Non, c'est mon modèle, c'est personnel, c'est ma propriété, c'est ça qui fait mon business. Non. Et donc, du coup, là, on est face, justement, à une première étape que sans réglementation, aujourd'hui, concrètement, il y en a plein qui disent le concept est bien, c'est intéressant, je vais attendre qu'il y ait la réglementation pour aller plus loin, parce que ça me semble quand même compliqué. Très bien, merci. Et on peut attendre effectivement la réglementation, certains ils peuvent faire ce choix-là, mais il y a aussi un autre acteur qui peut rentrer en jeu et qui peut influencer les organisations à construire leur algorithme, leur système d'IA de manière éthique. Il me semble que c'est les consommateurs et les usagers qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer. Ronan, par exemple, au niveau des usagers professionnels, est-ce que depuis un certain temps, on a déjà pu observer certaines exigences dans le choix des fabricants ? Alors oui, un petit peu, mais c'est pas toujours comme on le penserait au premier abord. Alors j'ai participé à une étude par Sylvain Cussat-Blanc et Paul Montsarrat, qui sont deux chercheurs, un en informatique, un en médecine, une étude sur des praticiens en santé et leur vision de la confiance dans les systèmes d'IA et dans leur utilisation. Donc en gros, des acheteurs, des utilisateurs, est-ce qu'ils feraient confiance à un système? Et il se trouve assez tristement que la certification par une autorité ne les convainc absolument pas. La performance ne les convainc absolument pas. C'est-à-dire qu'une performance à 99,9% ne les déresponsabilise pas moralement. Ils ne font pas confiance. Par contre, on remarque que la transparence fait partie des critères, mais vraiment numéro 1 pour eux, plus que la performance, pour accepter d'intégrer dans leur réflexion, alors je parle du contexte de professionnels de santé, un système d'IA qui recommanderait des diagnostics, qui les aiderait dans leur travail. Donc c'est vraiment la transparence qui arrive comme critère numéro 1 d'exigence de futurs acheteurs en fait, au niveau professionnel. Merci. Est-ce que ces exigences, on les voit aussi chez les consommateurs? Et est-ce que ça a pu orienter aussi les consommateurs à changer de solution en allant vers des solutions plus transparentes, plus éthiques? Magali, peut-être? Alors, moi, je pense que la question, elle est à l'envers. Alors, c'est un peu... c'est pas nous qui proposons des choses éthiques et les consommateurs qui changent leur point de vue. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'inverse. C'est les consommateurs au départ qui cherchent des choses plus proches de l'humain, plus éthiques, ou qui sont pas d'accord, alors lorsqu'on a parlé des applications qui, en reconnaissance faciale, pouvaient émettre quelques erreurs, c'est le consommateur qui n'était pas content quand la réponse de l'algorithme était plus injurieuse qu'autre chose pour lui. Donc ça vient en fait du besoin du consommateur. Et c'est là que nous, on ne va pas se cacher. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont ici, dans cette salle, dans l'écran, en replay, c'est des chefs d'entreprise. Toutes ces dernières années, un chef d'entreprise, qu'est-ce qui est moteur pour nous? Oui, c'est le business, évidemment. Donc, on pense business. Et on oublie un petit peu, en effet, ce qu'on a vu tout à l'heure, les valeurs, etc. Et là, le consommateur, en fait, il te met le doigt sur le fait que, ouais, c'est super, c'est la rentabilité, le business, la technologie, voilà, la transition numérique, digitale et tous ces copains, là, tous ces jolis mots. Mais tu l'as fait comment? Parce qu'au final, le bout de la chaîne, l'utilisateur final, c'est moi. Si je dois faire un parallèle, je vais prendre, par exemple, le parallèle du bio. Voilà, le bio. Moi, j'ai mangé bio, on ne peut pas raconter ma vie, mais à partir de mes 18 ans, j'en ai 42, à 18 ans, j'ai une conscience, je suis devenue végétarienne et j'ai mangé bio.
Mais j'ai mangé bio parce que j'avais envie de manger quelque chose de sain. Et le bio, c'était pas du tout à la mode. Donc c'était un peu la galère. Mais voilà, je mangeais moins, parce que c'était très cher en plus, mais je voulais manger bio. Et puis à un moment donné, il y a une prise de conscience, donc on en revient un peu à la conscience, et il a commencé à y avoir du bio partout. Et puis alors là, il y a des étiquettes bio partout. Tu vas dans un supermarché, il y a un rayon super bio, et le supermarché fait sa marque bio, etc. Et il y en a tellement que, du coup, on fait du bio-washing, puisqu'on aime bien aussi ces mots-là. Mais alors, qu'est-ce qui est bio ? Et là, il a fallu réglementer le bio pour donner et vérifier que, donc, pour répondre aux besoins du consommateur, que s'il y a écrit bio, c'est bien bio. Et qu'est-ce que c'est le bio ? Et quelle est la définition ? Et on tourne en rond. Et, donc, et on se rapproche, du coup, de plus de éco-responsabilité, tous ces consciences-là. Donc aujourd'hui, le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il va rechercher ? Il va chercher, oui, on a dit, plus de transparence, plus de confiance. Plus de confiance. Si je dis que je suis éthique, j'utilise pas ce mot parce que dans la littérature, c'est un super avantage marketing de mettre le mot éthique. C'est que derrière, j'ai fait ma vraie démarche éthique. Comme si j'achète un produit bio, mais j'ai envie que derrière, il y ait une vraie démarche pour que ce produit soit bio et soit vraiment bio. Voilà. Merci. Une autre réaction peut-être par rapport aux consommateurs ? Oui, peut-être, parce qu'il y a le consommateur, mais il y a aussi l'utilisateur. C'est-à-dire que là, je pense qu'on parlait pas mal sur le B2C. Tu as aussi des applications dans le B2B. L'approche est un peu différente. On dira que c'est plutôt les entreprises qui, elles, souhaitent se préparer en fait d'une certaine façon à la compliance qui est attendue par la réglementation, qui peut d'ailleurs être aussi tirée ou supportée par les démarches RSE des différentes entreprises, assez naturellement. L'utilisateur final, lui, qui sera sur la chaîne de production ou autre, bon, le critère d'utilisation, il sera plutôt est-ce que ça va m'aider dans mon travail ou pas. Donc, allez, je vais faire confiance à mon entreprise pour que le système qui était réalisé ait été fait sous on va dire de bonne façon. Mais le choix, il va plutôt se faire, me semble-t-il, sur des critères d'utilisabilité. Et là, on retombera sur des notions de confiance qui ont été évoquées. Parce que si j'ai pas confiance dans le système, c'est d'ailleurs un peu l'exemple du médecin que tu prenais, bon, il n'a pas forcément confiance dans la décision qui est proposée, et donc bon, il va lui-même apporter une décision. Et là, alors il y a pas mal de liens entre les deux, parce qu'en définitive, les critères qui seront pris dans les différentes chartes éthiques, dans les différentes approches au niveau de la réglementation, la transparence, les capacités effectivement de traiter, les biais, les capacités de robustesse, de garantie de décision, pour aller vers l'assertif par exemple, des problématiques de responsabilité humaine au niveau de la décision. Tous ces éléments-là qui tâtent un peu des deux sujets, éthique et confiance, seront effectivement à l'œuvre pour être en mesure de faire en sorte que les gens ils utilisent et ils tirent bénéfice en fait, des systèmes qui vont être développés. Très bien. Et aujourd'hui, concrètement, les décideurs publics ou les organisations, comment est-ce qu'elles se structurent pour faciliter l'émergence de ces initiatives de confiance Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, ou qui est déjà en place d'ailleurs ? Alors, oui, chacun sait que l'IA, c'est un peu everywhere, il y en a un peu partout. Quand on regarde, par exemple, au niveau européen, sur les 100 milliards d'Horizon Europe, j'ai regardé, il y a à peu près 40% qui traitent de près ou de loin de l'IA. Donc ça fait quand même des monceaux gigantesques. Il y a une mobilisation très forte donc, au niveau européen, en termes de financement. Au niveau réglementaire, on vient de le voir aussi. Au niveau national aussi, il y a une stratégie nationale en IA. Vous avez dû voir ça. Première étape, deuxième étape qui a été présentée le 8 novembre de l'année dernière. Sur lesquels, d'ailleurs, le premier mot qui est sorti, c'est une IA de confiance. Donc, au-delà des affichages, il y a aussi des financements par derrière. J'ai mentionné ceux en Europe. Au niveau français, il y a des grands programmes qui sont en cours là-dessus. Bon, cette journée patronnée par Anity et Ronan fait partie. Bon,
Ici à Toulouse, on est assez bien loti d'une certaine façon parce que Anity vise précisément à lever des verrous scientifiques qui permettent de pouvoir aller vers de la confiance pour des systèmes critiques, hein, et sur lequel vous avez aussi un programme qui s'appelle confiance.ai, qui lui est plutôt sur des TRL, hein, c'est-à-dire des niveaux de maturité technologique un peu plus élevés, et qui vise à prendre en fait des résultats scientifiques pour les transformer en outils, en briques intégrables dans les environnements ou dans les plateformes. Donc, et ce programme, il est parisiano-toulousain, puisqu'en fait, il est mené ici par l'IRT. Donc, il y a une forte liaison, on va dire, entre Anity et puis Confiance, hein, puisque l'un industrialise d'une certaine façon les résultats de l'autre. J'en profite d'ailleurs pour vous mentionner que pour ceux qui sont dans la salle et qui souhaitent bénéficier de ces techniques qui vont vers la capacité d'obtenir de la confiance dans les systèmes, on parlait dans la table ronde précédente d'open source, il y en a un certain nombre de résultats d'Anity qui sont aujourd'hui en open source, qui sont aujourd'hui disponibles et intégrables pour vous. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'on vient d'évoquer qu'il fallait un peu se préparer, en fait, hein, à la fois pour des raisons qui sont liées à l'entreprise elle-même, mais aussi, très concrètement, pour des raisons de compliance. Hein. Si vous n'êtes pas compliant avec les AI Act dans quelques années, forget. Hein. Et ça a été mentionné, il y a quand même un peu de boulot. Hein. Donc, il faut commencer, si on peut, faut commencer dès maintenant, quoi, hein. Il y a des méthodes, on en a vu. Et donc, moi, je voulais juste indiquer pour vous qu'il y a ces technologies-là qui vont dans ce sens-là, qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, emparez-vous-en, ça tombe bien, elles sont produites ici. Merci. Et Emmanuel, est-ce que ces nouveaux textes européens et puis ce marché qui est en train de se structurer, il ne permet pas également de diversifier un petit peu le marché et de faire apparaître de nouveaux services, notamment de nouveaux intermédiaires de données ? Je pense que c'est une formidable opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut absolument pas voir cet environnement réglementaire comme un environnement contraignant. Au contraire, il faut le voir comme une chance et une opportunité, et toujours dans une perspective en fait d'affichage d'un modèle différent. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un modèle européen où la transparence est importante, où en fait les valeurs humaines sont fondamentales, et ça veut dire ça, fondamentales, elles sont au fondement de tout ce qu'on fait. Et donc en fait, ça doit être des formidables opportunités pour du business. Notamment en fait la capacité et l'ouverture du marché de la donnée au niveau européen que va produire la réglementation européenne va permettre d'amener en fait tout un ensemble de nouveaux métiers, tout un ensemble de nouvelles activités sur la valorisation des données. Et encore une fois, dans le cadre de ce respect de la transparence et des valeurs qui sont portées par l'Europe. Donc là, par exemple, j'étais en Allemagne en début de semaine, et on a rencontré une structure qui s'appelle My Auto Data, qui se prépare en fait au Data Governance Act et à l'ouverture du marché de la donnée, pour en fait proposer tout un ensemble de services et d'intermédiation entre les conducteurs de voitures, enfin les propriétaires de voitures, les conducteurs de voitures, les utilisateurs de voitures et le business. Il y a une data marketplace pour une marketplace de l'assurance, par exemple, enfin tout un ensemble de services, et avec l'idée de dire on va vous permettre de valoriser vos données d'une manière ou d'une autre, et enfin de créer une nouvelle économie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a des opportunités très très importantes à avoir. Toujours, et moi je n'opposerai pas la dimension business et valeur, bien au contraire, enfin business et éthique. Au contraire, en fait, je pense que le business est d'autant plus puissant et d'autant plus fort à partir du moment où il est basé sur des éléments valeurs et éthiques fortes. Et que, en fait, se poser la question de dire pourquoi mon business, et plus le pourquoi sera clair, et plus en fait le business sera puissant et performant et répondra au cadre européen dans lequel on est. Très bien, merci beaucoup. Vous voulez peut-être ajouter un petit mot de fin avant qu'on passe aux questions? Oui, si je peux me permettre. Ce qu'il vient de dire, ça me fait vraiment penser au thème de notre table ronde. Alors, si je ne me trompe pas, le sujet posé, c'était est-ce que c'est un atout concurrentiel? C'est un peu grosso modo ça. Est-ce que dire que mes éthiques et que mon IA et mes datas sont éthiques, ce serait un atout concurrentiel, un avantage concurrentiel? Alors, il a complètement raison dans ce qu'il dit. Et du coup, ça contrebalance un petit peu cette question, parce que la question, est-ce un avantage concurrentiel? Ça veut dire qu'on va chercher l'avantage concurrentiel.
Donc on met le business en avant et on va chercher et on va dire, ouais, attends, je regarde mon concurrent, ok, lui il a mis ce mot-clé éthique là sur sa page machin, il a fait ça et tout, ah ben je vais faire pareil. Et là je perds le sens en fait de toute la démarche éthique qu'on a expliquée pendant 1 heure. Donc l'avantage concurrentiel, il va venir, mais il va venir à quel moment? Pas au début. D'abord, il faut reposer, finalement, aujourd'hui on est une société civile. On commence à se poser des vraies questions personnelles, d'entreprise et tout, sur qu'est-ce que notre planète va devenir. Bon, je ne vais pas être la Sébastien Barrault de l'éthique du numérique, mais l'idée c'est de se dire, est-ce que vraiment ce qu'on fait, ce qu'on développe, notre business, il va dans le sens de l'humanité, quelque part. Et donc du coup, se reposer, et c'est ce qu'on a vu, se reposer les questions de ces valeurs d'entreprise, etc. Donc sensibiliser, acculturer, c'est la première étape. L'étape de comprendre, sensibiliser, acculturer, poser ses valeurs. OK. Et de là va découler forcément une nouvelle manière de travailler, de penser, de concevoir, et donc de créer du business. Ça va créer une nouvelle manière de créer et de proposer aux consommateurs, aux entreprises, etc., des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux algorithmes. Mais comme on aura déjà cette conscience au départ, donc la conscience, il y a la prise de conscience et il y a l'éveil de cette conscience. Et quand je suis dans l'éveil, je suis dans l'action. Donc, si j'ai posé les choses, si ça veut dire que tout ce que je vais concevoir dans mon entreprise sera fait avec ces valeurs, cet encadrement, cette démarche. Et donc, au bout du bout, forcément, ce que je vais créer, le service, l'application, ben, il le sera, il portera ces valeurs. Et au bout du bout, qu'est-ce que ça va faire? Ben, l'utilisateur final, l'homme citoyen, la société citoyenne, qui utilise mon produit, qui est fait en conscience et de manière éthique, etc., eh ben, il sera heureux. Spinoza, CQFD, donc c'est que tout va bien. Donc, et à ce moment-là, eh ben, évidemment, je serai plus concurrentiel, mais ce sera un fait, et ce sera fait dans une démarche. Et ce sera pas, j'ai pas pris le mot concurrentiel et je cherche à l'être, en prenant le mauvais chemin, je l'aurais fait avec une vraie conscience humaniste. Il ne faut pas confondre l'avantage compétitif, c'est le résultat, et ça ne peut pas être un objectif. Et il y a un autre aspect aussi sur lequel je voulais rebondir, c'est le mot confiance. Donc en fait, je pose ça au débat de la table ronde. Aujourd'hui, tout le monde dit il faut avoir confiance, il faut avoir confiance. Moi, je pense que en fait, le terme confiance, il pose la question en fait de sa rupture. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais confiance à quelqu'un, c'est que je prends le risque que ma confiance soit trahie. Et je pense qu'on peut aussi envisager d'aller vers des systèmes où en fait la confiance a moins d'importance, a moins d'impact. Et notamment en fait les systèmes décentralisés sur lesquels on travaille permettent d'envisager de minimiser l'impact de la confiance entre les acteurs économiques. À partir du moment où c'est inscrit dans le code, à partir du moment où la labellisation elle est formalisée par des éléments de standard et elle a été prouvée dans le code, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin de confiance avec les acteurs. Donc en fait, ça aussi, c'est intéressant. Et donc j'invite à regarder ce qui va se passer avec l'avènement du Web3 en dehors des buzzwords et des crypto-monnaies et de la dimension financière. Mais en fait, l'avenir va se dérouler là aussi sur des systèmes qui minimisent la confiance dans les relations entre les acteurs économiques. Très bien, merci. Ronan, François-Marie, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être sur la dimension concurrentielle, le fait d'aller vers une réglementation européenne, en fait, c'est bon, c'est à la fois pour nous, il y a cette volonté quelque part aussi de faire des systèmes qui soient en accord avec nos valeurs. Il y a aussi une dimension de concurrence par rapport au reste du monde. C'est que bon, ça n'échappe à personne hein, que les grands acteurs aujourd'hui ne sont pas européens. Et donc en fait, ce qu'on cherche aussi à faire par ça, et c'est pas du tout incompatible avec la promotion des valeurs et le bonheur spinozien dont tu parlais, c'est que on est aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose en fait en Europe, une seule force, c'est qu'on est la première puissance commerciale du monde. Et donc les gens qui veulent venir travailler chez nous, d'une certaine façon, ils sont obligés, et ils seront obligés, c'est ça qu'on espère, à ce que les systèmes, et en particulier les systèmes d'intelligence artificielle qu'ils mettront, devront respecter nos normes. Et de ce fait,
cette communauté de valeurs qui se traduit sous une forme réglementaire, d'une certaine façon, elle percolera aussi dans d'autres environnements pour lesquels, vous le savez, la dimension réglementaire ou la dimension éthique reste fortement à construire. Donc il y a aussi par ce moyen-là, en essayant de combiner d'une certaine façon un avantage concurrentiel qui fait que si tu veux venir bosser chez moi, tu te mets quand même avec mes valeurs, on espère aussi, comment dirais-je, un maintien. Et actuellement, c'est quand même vraiment nécessaire, je pense que tout le monde en conviendra, de nos valeurs démocratiques ou autres qu'on souhaite porter. Donc voilà, il y a, je pense aussi cette dimension-là dans la partie concurrentielle. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public que vous aimeriez poser à nos intervenants? Bon, si vous n'en avez pas, ça m'arrange parce que j'en ai deux. Donc, la première, c'est que je m'interroge un petit peu sur la stratégie de l'Union européenne de créer en fait un cadre réglementaire qui permettrait aux structures européennes d'innover dans le bon sens, certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie qui serait plus avantageuse, on va dire, pour les startups déjà un petit peu en avance sur le territoire européen? Est-ce que le but, c'est pas de recréer un peu des champions, mais à l'européenne, de re-rentrer dans le même système que celui qu'on connaît avec les acteurs américains et asiatiques, à savoir des acteurs dominants qui vont centraliser une nouvelle fois les ressources et les données? Ou est-ce que l'idée, dans cette stratégie européenne, on embrasse vraiment cette volonté de mettre en place ces exigences-là et de permettre la création aussi d'un autre modèle, à savoir, on a déjà parlé un petit peu du Web3. Quel est votre regard là-dessus? Très rapidement, je pense qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure d'avoir des grands acteurs tels que les GAFA. On n'a pas ni le mindset, ni l'organisation, ni les moyens aussi, quelque part, entre recherche publique, recherche privée, de les concurrencer. Enfin, peut-être ça viendra dans quelques années, j'en sais rien, mais là, franchement, je ne pense pas que ce soit l'objectif. Je vois plutôt comme étant la deuxième possibilité, et un peu ce que j'évoquais précédemment, sur le fait que ces GAFA, par exemple, ou autres, ces acteurs-là, ou les nouveaux qui viendront demain, ils prendront comme baseline la baseline européenne, en fait. C'est ça qu'on cherche à faire. Pour ce qui nous concerne à nous, les stratégies de développement pour les startups, ils sont plutôt, comment dirais-je, des trucs un peu de niche ou des trucs un peu d'à côté, mais pas la front line des grands acteurs. Je pense que ça, c'est irréaliste. Moi, je rejoins complètement ce postulat, c'est-à-dire que les outils, les mesures pour les startups et les jeunes entreprises, c'est aussi et principalement pour les aider à supporter le poids de la réglementation qui va arriver et ne pas les enterrer par trop de réglementation. Mais l'objectif n'est pas non plus de les pousser à ce niveau-là. Et l'objectif est de vraiment créer un marché européen avec cette idée de faire comme le RGPD, c'est-à-dire avec l'attractivité commerciale, d'aller essayer de propager les valeurs à l'extérieur. Donc on voit maintenant que d'autres pays, le Canada, etc., passent des lois sur les données personnelles et de manière à être un peu plus conforme et faciliter les échanges commerciaux entre l'Europe et eux. Et l'idée est globalement la même, c'est-à-dire que les startups, on essaie de pas trop les écraser sous le poids de la réglementation, mais on essaie de faire une réglementation plus contraignante pour quand même forcer les autres à l'extérieur de l'Union européenne à se conformer à nos valeurs. Et puis en plus, il n'est pas du tout sûr que les GAFAM soient un modèle d'avenir. Aujourd'hui, il y a, encore une fois, nous, je vais encore parler du Web3, mais en fait, les communautés sont probablement plus l'avenir que les startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit apparaître et émerger des réseaux, des structures en réseau qui travaillent sur des éléments d'intelligence collective, qui collaborent et qui sont plus puissants en fait, et qui sont plus lourds et plus importants que les GAFAM. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on va dire les GAFAM, c'est des dinosaures qui sont énormes, on voit qu'eux, mais je ne suis pas certain que ça soit un modèle d'avenir. Et en tout cas, les valeurs qui sont portées en Europe et la réglementation et les orientations de la réglementation favorisent en fait l'émergence d'une pluralité d'acteurs
qui peuvent travailler en réseau. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est ça, l'émergence et l'innovation, elle a lieu dans la pluralité. Je veux dire, il y a plein d'exemples de boîtes qui ont été, et d'innovations qui ont été rachetées par des GAFAM et qui ont été enterrées parce qu'en fait, ça venait concurrencer le modèle de la GAFAM. Et donc, en fait, finalement, on se rend compte que l'acteur méga important sur son marché, et ben, en fait, il freine l'innovation plutôt que de l'amener. Donc, en fait, si le projet européen et le projet de notre espace économique et politique, c'est de travailler à l'innovation et à la mise en avant de nos valeurs, alors ça passe peut-être par des modèles différents que le modèle très centralisé et très omnipotent, aussi bien américain d'ailleurs qu'asiatique, hein, parce qu'en fait, il se passe la même chose en Chine. Oui, juste pour ajouter, alors j'espère qu'en effet en Europe, on a cette intelligence collective. Où voilà, on se rassemble, même en tant que petite entreprise, on se rassemble en cluster, on est dans vraiment toujours une réflexion ensemble. Alors même si c'est séparé, des clusters séparés, il y a toujours quand même cet état de, et je vais dire le mot juste peut-être, pour moi en tout cas, c'est accompagnement. On est dans une démarche où on tente d'être dans l'accompagnement. L'accompagnement, ça mène au partenariat et au collectif. La réglementation, elle est en train aussi de faire naître toute une dimension humaine. On a pu parler de garantie humaine, etc., mais aussi de nouveaux acteurs pour être dans l'accompagnement de cette réglementation. Lorsqu'on a créé le RGPD, il y a eu la réglementation RGPD, son accompagnement, elle est passée par le DPO. Aujourd'hui, la réglementation européenne de la Act présumée passerait par des nouveaux acteurs dont on entend aussi un nouvel acteur présumé qui serait le DIO, le Digital Ethics Officer, et qui serait aussi là pour aider dans cet accompagnement. Donc voilà, c'est pour dire qu'on met en place des choses, je pense, qui permettent justement de ne pas favoriser l'un ou l'autre, mais vraiment une dimension globale pour tous. Très bien, merci. Toujours pas de questions dans le public? Si, Simon Bretin. Donc la question de Simon Bretin, CEO de Futiliant, c'est de pouvoir constater avec les intervenants s'il y a un décalage entre notre vision en tant qu'expert du numérique et l'acceptabilité et la prise de conscience au sein des consommateurs et usagers, et de savoir si cette vision, on peut la porter aussi et l'animer au niveau d'un territoire. C'est bien ça, Simon? Super. Européen, enfin un territoire du coup européen, si on peut qu'il faut le faire ensemble, et comment du coup pouvoir le faire ensemble. Définitivement, oui. Enfin, définitivement, il y a une réalité économique du territoire européen, et d'ailleurs en fait, si on est la première puissance économique dans le monde, cette puissance économique, elle s'est bâtie grâce aux valeurs en fait, et sur des valeurs. Et donc en fait, clairement, il y a le moyen d'exister. Après, qu'on soit en compétition, c'est clair, mais il y a des moyens d'exister. Et je pense que ça passe aujourd'hui par l'éducation. Enfin, on est face à des choix qui vont être déterminants, et notamment des choix d'investissement dans l'éducation, dans la formation des gens. Voilà, il n'y a plus qu'à le faire. Mais il y a moyen d'exister, c'est clairement. Peut-être un commentaire là-dessus. Alors, je ne sais pas quelle est la part de marché d'Amazon, pour ne pas les nommer, en France, mais je pense qu'ils sont quand même vachement implantés. Donc, est-ce que le choix du consommateur sur je vais travailler cette entreprise, alors chacun peut avoir un commentaire sur le degré d'éthique ou pas de cette entreprise, hein, c'est pas le lieu, mais enfin, est-ce que le choix d'utiliser Amazon, par exemple, ou Facebook est guidé aujourd'hui par des considérations éthiques ou par des considérations utilitaires? Je vous pose la question, hein, mais je pense que chacun peut trouver la réponse. Alors, comment faire? Moi,
j'ai pas de martingale. Forcément, ce que je peux dire, c'est que ce que j'essaye de faire dans mon entreprise, c'est que nos collaborateurs, c'est aussi des citoyens. Donc en fait, on a aussi un rôle potentiel de passer par les entreprises. Nous, on est une entreprise qui fabriquons des systèmes numériques et des systèmes d'intelligence artificielle. On a signé la charte Ethical AI là, de Nouméum parce que bon, c'est celle de notre syndicat professionnel. Donc ça peut être un moyen aussi, par les actions à l'intérieur de notre cadre professionnel, pour aussi pas oublier qu'on est des citoyens à ce moment-là, et voilà, ça peut être une des pistes. Juste pour compléter, je pense que c'est un petit peu aussi la difficulté, c'est pour ça que ce règlement il met du temps à arriver, parce qu'en effet, ça veut dire qu'on va partager une espèce de culture commune. Mais on sait que chaque pays a sa propre culture, donc c'est un peu difficile sur des valeurs qui soient éthiques, et on l'a vu, sciences de la morale, de trouver un cadre justement avec une culture qui parle à tout le monde. Et en plus, même derrière des mots, par exemple, quand on parle d'explicabilité d'un algorithme, on n'a pas tous la même, pareil, de définition, même en termes de culture, jusqu'où on va dans cette explication, jusqu'où on rend des comptes, où on est dans la résilience de la décision de l'algorithme. Et tout ça fait que justement, c'est difficile de trouver peut-être, en effet, un texte commun écrit dans le marbre. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est une réglementation. Parce qu'une réglementation, elle évolue aussi peut-être à évoluer et encore une fois, c'est comme le RGPD. On ne va pas vous demander, même s'il va y avoir des critères de compliance, évidemment, mais on ne peut pas être blanc ou noir, on ne peut pas être 100% éthique. On va être, par contre, peut-être... Moi, je parle toujours, donc je ne parle jamais d'IA éthique, d'ailleurs, à mes clients, parce que je ne peux pas considérer qu'une intelligence artificielle soit éthique. Par contre, moi, je parle de l'engagement éthique d'une intelligence artificielle ou d'un système d'intelligence artificielle. Ce qui est complètement différent, c'est la démarche, c'est je tends vers. Et même en mathématiques, c'est la limite vers. Voilà. Cette idée de c'est la démarche et pas l'objectif. Si on regarde le texte réglementaire, il n'y a pas du tout d'exigence encore de performance précise, tout simplement parce que ça demanderait, pour l'instant, ça demanderait de trancher des choix très compliqués. On est sur imposer une procédure, une réflexion, ajouter des étapes techniques au moment de la conception et prouver qu'on les a prises pour garantir qu'on a eu cette démarche-là. Et même si on va au-delà du texte et qu'on regarde par exemple les standards de certaines entreprises, comme Google, ces standards aussi ne prévoient pas des seuils de performance, mais davantage d'imposer des réflexions au moment de la procédure. Et pas du tout, il n'y a pas du tout cette idée de performance à partir de laquelle on serait parfait. Et c'est bon, et c'est plutôt à travers la démarche, en fait, que plutôt les résultats. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Nous arrivons au terme de notre créneau. Merci.